Bon, donc la dernière fois, on a vu la loi des gaz parfaits venait de l'approximation que les particules n'interagissent pas dans une boîte avec volume particulier. On a utilisé une valeur pour la vitesse moyenne carrée qu'on a pris de n'importe où. Maintenant, on va voir d'où ça vient. Donc, le message, c'est que les particules ne bougent pas tous avec la même vitesse. Donc, on a utilisé ce valeur-là qui s'appelle la vitesse moyenne carrée. Je vous donne le nom en anglais, juste à cause que c'est tellement utilisé dans tellement de différentes applications. Ça s'appelle RMS pour Root Mean Square. Donc, je vous ai dit que c'était ce valeur-là. Je vous expliquerai comment on va calculer ça. En premier, il y a des conséquences avec cette formule. Si on a une température élevée, on peut voir que la vitesse moyenne carrée est plus haute. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'énergie disponible pour bouger. Okay. La conséquence que je veux que vous compreniez, T est une mesure de l'énergie cinétique moyenne. Pourquoi? Parce que ça figure directement dans l'expression pour la vitesse au carré en moyenne. Okay. L'autre observation, si la masse molaire du gaz est plus grande, les particules vont bouger plus lentement. Okay. Donc, dans un cours de physique ou un cours de chimie physique plus avancé, on développera cette expression en particulier. Je vous donne l'énoncé pour la probabilité d'avoir une vitesse V. Donc, une particule donc, la particule a une vitesse V avec probabilité donc, c'est une fonction de la vitesse. Okay. Donc, ça, c'est une expression que j'ai prise de nulle part. Il y a quelques faits importants. En premier, ce facteur-là, c'est seulement présent pour que la somme de tous
les FV est égal à 1. Donc, si on prend l'addition de toutes les valeurs possibles, la somme de la probabilité, on espère que est 1. Cette constante-là assure ce fait. Ensuite, l'exponentielle qui diminue avec V au carré, ce qui veut dire qu'on a plus de V, on a plus de probabilité avec des V faibles que grands, etc. Donc, on va interpréter ça. Cette forme a un nom. Donc, s'appelle la distribution de vitesse. Okay, d'habitude, j'écris seulement Maxwell, mais on peut aussi l'appeler Maxwell-Boltzmann. Okay, je ne vais pas l'écrire au long. Le principe Boltzmann, c'est qu'on a une énergie particulière, on a une proportion d'objets avec une énergie particulière dépendant de l'exponentielle. Donc, vous verrez ça dans un cours plus avancé. Pour l'instant, on accepte la forme de FV. Okay, donc, ce que ça représente en particulier, c'est le nombre de particules avec vitesse V divisé par le nombre de particules. Donc, la proportion de particules avec la vitesse V, la probabilité d'avoir vitesse V. Toutes les choses sont les mêmes. Okay, donc, bien entendu, c'est une valeur positive entre 0 et 1. Okay, je vais faire un dessin de sa forme. Donc, FV, qui est une fonction de, bien entendu, V. Encore une fois, V minuscule, vitesse. Bon, donc, on a vu que c'est une fonction de la température. Donc, on va le dessiner à 3 températures différentes. À une température particulière, on a une forme comme ça. À une température un peu plus haut, on a quelque chose comme ça. Puis, à une température encore plus haut, on a quelque chose comme ça. Et on veut que ça tend vers quelque chose. Bon. OK. Donc, on a T1, on a T2, puis on a T3. Et T3 est plus grand que T2, qui est plus grand que T1. Les 3 courbes représentent les probabilités d'avoir une vitesse V. Ce qui les différencie, c'est leur température. Donc, à une basse température, il y a moins d'énergie disponible de l'environnement. Donc, les particules, en principe, bougent plus lentement. Donc, on aura plus de particules avec une basse vitesse. Notez bien qu'il y a aussi des particules à haute vitesse. Ils sont moins probables. C'est tout. Okay, je n'aime pas les queues. On va essayer les... peut-être... Parce qu'à la fin, ils vont vers 0 parce qu'il y a très, très peu de molécules. Très, très peu de particules avec haute vitesse. Les messages, encore une fois, il y a 3 températures différentes, on peut dessiner plus. À la basse température, on a tendance à bouger moins rapidement. Donc, il y a plus de particules avec une basse vitesse. Il y a des particules avec toutes les vitesses possibles, mais il y a plus qui sont à basse vitesse. Quand on augmente la température, il y a plus d'énergie disponible de l'environnement. C'est ce que ça veut dire. Et en moyenne, les particules bougent plus rapidement. Il y a plus de molécules, plus de particules qui bougent avec une vitesse qui est plus haute. Donc, le maximum dans ces 3 courbes va déménager vers la droite quand on augmente la température. Okay, donc, je précise chaque courbe.
à un t précis. Bon, donc avec cette forme, on va faire des observations. Donc, il y a une forme exponentielle, en particulier moins au carré. Donc, l'exponentielle de moins x au carré devient très petite quand x est grand. Ce n'est pas 0, sauf quand x est extrêmement grand. Donc, il y a des vitesses possibles tout part, mais ils sont moins probables. Avec un masse molaire plus élevé, la probabilité devient 0 plus rapidement. Pour les mêmes raisons, l'exponentielle de quelque chose au dénominateur devient 0. À haute température, on a tendance, on dira c'est plus probable d'avoir des particules à plus haute vitesse. OK. Donc, devant l'exponentielle, on a un facteur v au carré qui multiplie l'exponentielle. Tend vers 0 quand v tend vers 0. Ce qui a pour conséquence qu'il n'y a pas beaucoup de particules avec petite vitesse. OK. Et finalement, ce que j'ai dit au début, ce facteur bizarre au début assure que la somme de toutes les probabilités est l'unité. Donc, le facteur OK, la première fois que j'ai enseigné ce cours, on a fait l'intégrale triple pour trouver ce facteur. C'est pas un intégral qui est compliqué, mais ça ne sert pas grand-chose pour ce cours. Si vous êtes intéressé, je vous encourage de l'essayer. C'est pas si compliqué que ça. Cependant, c'est pas nécessaire, donc on va éviter. Bon, donc encore une fois, si on regarde à une température définie, disons qu'on a quelque chose comme ça, qui tend vers 0 plus, disons. Il y a 3 vitesses intéressantes.
Donc, qu'est-ce que cette courbe représente? Encore une fois, c'est, étant donné une vitesse v, la probabilité d'avoir cette vitesse-là. Donc, le maximum de cette courbe représente la valeur de vitesse qui est le plus probable. Donc, on l'appelle, disons, V. V étoile. V étoile, c'est le plus probable. Il y a aussi qui est plus ou moins là, la vitesse moyenne et la vitesse moyenne en carré. Notez qu'ils ne sont pas les mêmes. Bon, donc, on va calculer la vitesse le plus probable. Ensuite, on va calculer la vitesse moyenne. Le devoir pour lundi, l'exercice, c'est de calculer la vitesse moyenne en carré. Donc, comment est-ce qu'on trouve la vitesse la plus probable? C'est le maximum de cette courbe. Donc, on a une tangente qui est plat, qui veut dire que dfv dv est égal à 0. On a une forme précise pour v. On peut prendre son dérivé avec v. On le met égal à 0. On trouve la vitesse pour laquelle c'est égal à 0. Donc, il faut prendre le dérivé de v. C'est le premier calcul, disons, difficile en guillemets de ce cours, donc on le fait lentement. Bon, donc fv c'est égal à 4pi m de pi rt au puissance 3 demi fois v au carré exponentielle moins OK, donc c'est pour ça qu'il faut savoir comment prendre les dérivés. Donc on a un produit de trois choses. Le premier est un constant, donc son dérivé avec v est 0, on l'oublie. Donc il nous reste un produit de deux facteurs qui implique v. C'est quoi le dérivé? C'est le dérivé du premier fois le deuxième plus le dérivé du premier fois le deuxième. Donc, symboliquement, on évalue df. OK, donc on a 4pi, le constant. OK, on le fait au long la première fois. OK, le dérivé de v au carré, c'est quoi? C'est 2v fois le deuxième facteur. OK, plus ce même constant. Fois v au carré qui ne change pas, fois le dérivé du deuxième. Donc, c'est quoi le dérivé de l'exponentielle? C'est l'exponentielle. Il y a une fonction enchaînée, donc il faut prendre le dérivé d'une fonction à l'intérieur de l'exponentielle pour arriver au résultat. Donc, on a exponentielle moins m v au carré de rt fois le dérivé de ce qui est à l'intérieur, qui est moins 2mv divisé par 2rt. Donc, les deux s'annulent. Là, on factorise, donc on a 4pi puis on a le facteur commun de donc du premier terme on a 2v, puis du deuxième il nous reste moins mv divisé par rt. Fois v au carré. OK, là, on sépare V2 moins
mv au carré divisé par rt. OK, donc on veut mettre ça égal à 0. On peut noter que ça, c'est un constant. Si on met le dérivé égal à 0, le constant, on peut multiplier des deux côtés, ça ne change rien. Donc, on l'oublie. Ensuite, cette valeur-là est jamais 0. Donc, le 0 doit venir de ce facteur-là. Ce qui nous dit que V fois 2mv au carré divisé par rt doit être égal à 0. Donc, il y a quelques solutions possibles. En premier, la valeur V est égale à 0 est permis. Ce n'est pas une solution qui nous intéresse, mais c'est une des possibilités. Donc, on va rester ici pendant 2 secondes. OK, on va retourner au graphique pour voir pourquoi ce n'est pas la valeur qu'on veut. La valeur V est égale à 0 est là. Donc, certainement, ce n'est pas la valeur ici. Donc, on oublie cette valeur-là. Donc, si V n'est pas égal à 0, donc c'est pas ça. Ça doit être la facteur en parenthèse qui est égal à 0. Donc, 2 moins mv au carré divisé par rt est égal à 0. On résout pour v. Ça nous donne que v au carré, c'est 2rt divisé par m. Dans un cours de maths, vous allez dire que v, c'est plus ou moins la racine carrée de 2rt divisé par m. On n'est pas dans un cours de maths, donc je vous dis que la vitesse négative n'est pas permise. C'est impossible d'avoir une vitesse absolue qui est négative. Donc, cette valeur-là doit être positive. On oublie le plus ou moins. Donc, cette vitesse-là, c'est la vitesse qui nous donne le maximum de fv. C'est la vitesse la plus probable. Okay. Les vitesses moyennes sont calculées différemment, mais la vitesse moyenne et la vitesse carrée en moyenne sont calculées de la même façon. Donc, je vous montre comment ça ira s'il y avait des vitesses particulières permissibles. Donc, disons qu'on a un nombre discret de vitesses possibles. Okay, je vais écrire en détail ce que ça veut dire. Donc, ce que ça veut dire que on a un nombre n1 particules avec vitesse v1. On a n2 avec vitesse v2. Puis on a n majuscule avec v n majuscule. Il y a seulement ces vitesses possibles avec ce nombre de particules pour chacun. On dit que W, qu'on dit N1 plus N2 plus est le nombre de particules, bien entendu. Donc, c'est quoi la vitesse moyenne? C'est le nombre, c'est la vitesse 1 fois le nombre de particules avec cette vitesse, plus la vitesse 2 fois son nombre de particules, divisé par
N1 plus N2. Donc, si vous avez un ensemble d'objets avec des valeurs différentes, c'est comme ça qu'on calcule la valeur moyenne. OK, on peut l'écrire différemment. C'est V1 fois N1 divisé par W plus V2 Et qu'est-ce que ces petites proportions mesurent? Donc, pour un i particulier, ni divisé par w, c'est la probabilité d'avoir vi. Autrement dit, c'est f de vi. Donc, on va réécrire cette expression en termes de f. Donc, s'il y a seulement des valeurs de v particuliers avec des nombres bien définis, on calcule la valeur moyenne comme... Donc, on va écrire ici... On calcule la valeur moyenne comme la première vitesse permise fois sa probabilité, ce qui est fv1, plus la deuxième valeur qui est permise fois sa probabilité, plus bon, donc c'est comme ça qu'on calculera la valeur moyenne si on avait seulement des valeurs spécifiques. Par contre, toutes les vitesses sont possibles avec fv défini tantôt. Donc, fv est une fonction. Donc, v peut avoir n'importe quelle valeur entre 0 et l'infini. Donc, au lieu d'une somme, ça devient une somme continue, ce qui est défini comme l'intégrale. Donc, la valeur moyenne de v devient l'intégrale entre 0 et l'infini de v fois fv fois dv, bien entendu. Si on voulait calculer la vitesse moyenne en carré, encore une fois, v peut être entre 0 et l'infini. La valeur de v au carré fois sa probabilité, encore une fois. Donc, je veux que vous compreniez que la somme discrète, s'il y avait seulement des valeurs spécifiques parmi, devient une intégrale à cause que toutes les valeurs de v entre 0 et l'infini sont permis. Okay. Une fois que c'est écrit comme une intégrale, on peut l'évaluer. Et pour la valeur moyenne de v, on va le calculer directement. Pour v au carré, ça se fait d'exactement la même façon. Vous le ferez pour l'exercice. Bon, donc on veut calculer la valeur moyenne de v, qui est l'intégrale entre 0 et l'infini de v fois fv dv. Okay, fv, on avait la forme. Donc, on va séparer en premier le constant qui
n'est pas impliqué dans l'intégrale. Donc, ça sort à cause que c'est indépendant de V. Ensuite, V fois FV. FV avait un V au carré, donc on va les combiner ensemble. V cube fois exponentielle. OK. Ça sera pertinent d'utiliser A, qui est 2RT sur, M sur 2RT. Pour que ça devienne juste l'exponentielle de moins AV au carré. Okay. Donc, dans un cours de physique, probablement, on fait l'intégrale au long. Ce n'est pas une intégrale qui est difficile. Il faut utiliser l'intégration par partie 3 ou 4 fois. C'est tout. Ce n'est pas un cours de physique, donc je vous donne le résultat. Donc, disons qu'on regarde dans un tableau d'intégrale à Wikipédia ou dans un texte. Dans un tableau, donc l'intégrale entre 0 et infini de x, x c'est juste une variable quelconque, exponentielle moins a un constant, x au carré dx à la valeur numérique de 1 sur 2a au carré. Donc, on a mis notre expression dans la forme exponentielle moins av au carré pour cette raison. Donc là, on peut utiliser le résultat directement. Donc l'intégrale entre 0 et infini de v cube exponentielle moins a v au carré dv, c'est 1 sur 2a au carré. Puis avec notre valeur de a qui était m sur 2 rt, ça devient 4r carré t au carré divisé par m au carré. Bon, donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente toute cette partie-là. Il faut simplement multiplier par le facteur. Donc, la valeur moyenne de V devient 4pi On l'écrit comme ça pour des raisons qu'on verra immédiatement. Là, on va séparer le pi dans le dénominateur. Donc, ça devient 4pi fois pi aux puissance moins 3 demi. Puis, on sépare le... On ne le sépare pas. On met le facteur de 2 en avant aussi. OK, donc là, il nous reste m sur 2rt aux puissance 3 demi fois 2rt sur m puissance 2. OK, donc là, on va combiner les facteurs. Donc, on a 4 sur 2, ça devient 2. Pi fois pi au moins 3 demi, ça devient pi aux puissance moins 1 demi. Ensuite, on a 2rt sur m aux puissance 2 fois m sur 2rt aux puissance 3 sur 2. Si on prend le réciproque de celle-là, c'est l'équivalent à mettre la puissance au négatif. Donc, ça devient 2rt sur m aux puissance 2
fois 2RT sur m au puissance moins 3,5. Donc 2RT sur m au puissance 2 moins 3,5. Ce qui est 2 pi au puissance moins 1,5. OK. D'habitude, on combine les facteurs ensemble. Je vais réécrire ça à la prochaine page. Si on était plus tard dans le cours, je le ferais directement dans l'espace qui restait. C'est encore la première semaine, donc on le fait dans plus d'étapes. OK, donc on passe à la prochaine page. Ce qu'on vient d'avoir, c'est que la valeur moyenne de V était 2 pi puissance moins 1,5. OK, on le réécrit comme 2 sur pi au puissance 1,5. Au lieu de 2, on va écrire 4 au puissance 1,5. Pourquoi? Parce qu'on veut le combiner avec le 2RT sur m. OK, donc là, toutes les choses sont à la même puissance. Donc, on a 4 puissance 1,5 qui peut en rentrer. Donc, on a 8RT divisé par pi m au puissance 1,5. Donc, ça, c'est la valeur d'habitude rapportée. Donc, ça, c'est la vitesse moyenne. OK, donc, l'exercice pour vous, vous allez démontrer que la vitesse moyenne en carré, c'est 3RT sur m. C'est tout. Donc, comment est-ce que vous le faites? D'exactement la même façon. La seule différence, c'est qu'on n'a pas la même intégrale, mais je vous dis, le résultat dont vous aurez besoin, c'est que x puissance 4 fois l'exponentielle Donc, comment procéder? Réduisez votre expression à cette expression-là, puis vous pouvez évaluer l'intégrale directement et vous arriverez au résultat désiré. OK, donc, je veux résumer le but de cette leçon-là. Donc, les vitesses ne bougent pas avec la même vitesse. Il y a toute une distribution de vitesse possible. À une haute température, on a plus tendance à avoir des vitesses qui sont plus hautes, etc. Pour une température définie, ou juste comme variable, disons, on peut calculer la vitesse la plus probable en regardant son premier dérivé. On peut calculer la vitesse moyenne, ce qu'on vient de faire, puis on peut calculer la vitesse moyenne carrée, etc. Donc, le gros message de la première semaine, c'est ce que je veux que vous compreniez comme un gaz parfait. C'est si on avait juste un volume particulier qui contient des sphères dures qui n'interagissent pas. On a des collisions entre le mur puis les particules, mais c'est tout. Si ça représente votre système chimique, on peut supposer qu'un gaz parfait est une bonne approximation. La semaine prochaine, on va commencer avec les interactions intermoléculaires pour voir quand ce n'est pas une bonne approximation. Puis on regardera des approximations plus détaillées, disons, qui essaient d'introduire des interactions intermoléculaires. C'est tout pour la première semaine.